Notre invité café, journée mondiale de la drépanocytose aujourd'hui, prise en charge des malades et évolution médicale. Nous en parlons ce matin avec le responsable du centre intégré de drépanocytose au Char, le docteur Narcisse Elenga. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur Elenga. Alors entrons dans le vif du sujet. Où en sommes-nous de la recherche afin de soulager, enfin, on va dire, les malades? Déjà, je vais rappeler aux auditeurs un peu ce que c'est que la drépanocytose. Donc, c'est une maladie génétique qui touche donc l'hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang et qui va donc entraîner la présence d'une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. C'est une maladie génétique qui est très fréquente en Guyane, d'accord, qui touche 0,5% de la population guyanaise. Et donc, les porteurs concernent 10% de la population. Donc, c'est une maladie importante en Guyane. Donc, aujourd'hui, la prise en charge concerne essentiellement la prévention, d'accord, au plan mondial, la prévention, notamment la prévention des crises, la prévention des complications, qui sont des infections, mais également des complications dégénératives qui touchent tous les organes. C'est une maladie polymorphe qui peut toucher tous les organes, du cerveau, les yeux, le cœur, le foie, les reins, les articulations. Cette prévention, comment se traduit-elle? La prévention consiste d'abord à faire un diagnostic précoce, d'accord, à la naissance. Normalement, le diagnostic se fait à la naissance, qui permet donc de prendre en charge précoce, faire la prévention des douleurs, la prévention des infections par une bonne vaccination, par une bonne alimentation, par une bonne hygiène de vie, mais également la prévention de l'anémie par des médicaments que l'on donne. Et aujourd'hui, la communauté scientifique a beaucoup évolué en termes de propositions de thérapeutiques. Donc il y a aujourd'hui l'hydroxycarbamide, qu'on appelle l'hydréa, donc d'oxyurée. C'est un médicament qui permet de diminuer les crises, la fréquence des crises, l'intensité des crises. C'est un médicament qui se prend en comprimé au quotidien. Il y a également tout récemment, depuis le décembre dernier, un autre médicament qu'on appelle la L-glutamine. C'est une protéine, un acide aminé, une fraction de protéine, qui a montré également l'efficacité, toujours dans la réduction des crises. C'est également un médicament préventif, mais ça améliore le quotidien des patients. Ça ne reste que des palliatifs, on va dire. Tout à fait. La crise, les douleurs reviennent assez rapidement. Ça améliore le quotidien des patients. Et le traitement qui permet de guérir, je dis bien guérir, de faire disparaître les signes de la maladie, c'est la greffe de moelle osseuse. Mais dans ce cas, il faut avoir un donneur compatible, un donneur en général familial. Et lorsque, dans une famille qui n'est pas recomposée, la chance d'avoir un donneur est de 1 sur 4. Donc, quand on a la drépanocytose, qu'on a une forme particulièrement grave... Avec la greffe, fini. La drépanocytose. Oui, mais à condition d'avoir un donneur. Un donneur compatible. C'est ça le problème. Fabrice Craig. Alors, il y a quelques mois, on notait des progrès extraordinaires. Vous l'avez dit, vous avez nommé quelques médicaments pour cela. En attendant la greffe osseuse, est-ce que les enfants, aujourd'hui, en une espérance de vie plus longue, peuvent espérer devenir adultes, même sans la greffe? Très bonne question. Aujourd'hui, donc ça fait déjà, en Occident, ça fait un peu plus de 10 ans, grâce au progrès de l'organisation de la prise en charge en termes de prévention, de diagnostic précoce, prévention des crises, ces médicaments comme l'hydroxycarbamide que l'on donne pour la prévention des crises, plus de 95% des enfants arrivent à l'âge adulte. C'est énorme quand même. Les 5%, ce sont de mortalité quand même, malgré ça, malgré cette prévention. Donc c'est quand même intéressant. Et ceux qui sont arrivés adultes ont une espérance de vie qui s'est également beaucoup améliorée. Elle n'est pas égale à celle du sujet normal, bien sûr, mais c'est beaucoup amélioré. On a aujourd'hui, par exemple, l'espérance de vie qui retrouve 60 ans pour certaines formes, 55 ans pour d'autres formes un peu plus graves. Donc ça s'est beaucoup amélioré. Vous vous rappelez qu'il y a 30 ans, on disait que les enfants dépensionnés, ils mouraient avant 20 ans. Donc aujourd'hui, plus de 95% quand même atteignent l'âge adulte grâce au progrès de la prise en charge. Véronique Betts. Alors, vous disiez, la meilleure prise en charge, ce serait donc cette greffe de moelle osseuse. Admettons qu'on ait un donneur. Vous parliez de 1 sur 4 dans l'entourage familial proche. Voilà. Ça se fait ici en Guyane ou c'est une opération qui doit se faire en métropole? Ça se fait pas dans le département d'outre-mer, ça se fait pas. C'est en métropole. Et même en métropole, c'est pas dans tous les centres de métropole. Il y a certains CHU. C'est une prise en charge lourde, je suppose. Très lourde. Vous savez, quand on a eu des possibilités de pouvoir faire la greffe, de pouvoir envoyer des enfants, il faut rester pendant déjà 3 mois pour le bilan avant greffe. Donc il faut trouver un hébergement sur place. C'est pas évident, c'est pas donné à toutes les familles. Ensuite, il faut rester 9 mois pour la phase la plus lourde, parce que la greffe, c'est quand même un traitement de chimiothérapie lourde pour détruire la moelle du sujet, parce qu'elle va recevoir une moelle nouvelle. Il faut d'abord détruire sa moelle pour ne pas qu'il y ait de compatibilité, vous savez très bien.
Donc tout ça là, c'est une organisation. Donc il faut compter à peu près 2 ans de vie en métropole. La sécurité sociale prend en charge la prise de traitement, elle prend en charge l'hébergement. Donc souvent, c'est pas donné. Des fois, les familles, elles ne peuvent pas le faire parce qu'il y a cette logistique-là qu'il faut organiser. Donc c'est pas gagné d'avance. Alors la drépanocytose, faut-il le rappeler, qui a été prise en compte dans le cadre des maladies, dans le cadre du Téléthon. Tout à fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas un véritable drépaton, on va dire, pour une meilleure sensibilisation et pour amener beaucoup plus d'argent pour la recherche? Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que, de mon point de vue, c'est vrai que c'est une maladie qui est de plus en plus considérée comme priorité de santé publique en France. D'accord. Je vous rappelle quand même que pour l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose, c'est la première maladie qui est une priorité de santé publique dans les pays africains. À l'échelon mondial, c'est la 4e maladie, après le cancer, le paludisme, le sida, donc la 4e maladie. En France, c'est très tout récemment que l'État a pris les choses en main, et je pense effectivement que vous avez entièrement raison, qu'il va falloir essayer de faire un peu plus. Je pense que à mon avis, c'est quand même encore une partie des maladies, entre guillemets, même si aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès, encore un peu négligé, je pense. Je pense qu'on pourrait faire encore un peu plus. À suivre donc. Alors, vous êtes, il faut le rappeler, le responsable du centre intégré drépanocytose au centre hospitalier André Rosemont. C'est la seule structure de prise en charge. Il y en a d'autres ou il y a encore du pain sur la planche? Aujourd'hui, au niveau national, donc, dans ce qui concerne les maladies rares, parce que bon, c'est considéré comme maladie rare en métropole, mais bon, ça fait partie des maladies rares. Donc, on est organisé en filière. Donc, il y a ce qu'on appelle la filière de maladies rares. Non, nous, c'est la filière de maladies rares de globules rouges, d'accord? Donc, il y a donc la filière. Ensuite, il y a les centres de référence, d'accord? Les centres de référence, nous, on fait partie du centre de référence Antilles-Guyane. Donc, il y a la Guadeloupe, la Martinique et nous, centre de référence. Ensuite, il y a des centres de compétences. Saint-Laurent est un centre de compétences. Kourou aussi, un centre de compétences. On a des centres de compétences. C'est une structure également où il y a des spécialistes aussi, où il faut une organisation. Mais le centre de référence a plusieurs missions. Il y a la prise en charge, il y a également l'expertise, il y a aussi la recherche. Et puis nous, on a également, surtout, la prise en charge communautaire. Vous savez qu'on a l'association, ici je représente, c'est vrai, je suis médecin, mais je suis également membre de l'association Drépa Guyane, qui est l'association de drépanocytaires de Guyane, qui joue un rôle important, qui travaille au sein du centre intégré, qui joue un rôle dans l'accompagnement des patients, dans la soutien communautaire, mais qui participe également aux décisions de prise en charge des patients. Et vous disposez des moyens pour évoluer, normalement Oui, on a beaucoup de moyens, parce qu'en fait, on est financé directement par l'État en termes de centre de référence. On a les financements qu'il faut pour pouvoir prendre en charge les patients correctement, comme cela se fait en métropole également. Quelles actions en Guyane aujourd'hui dans le cadre de cette journée mondiale? Dans le cadre de cette journée mondiale, donc le samedi à Mana, à 19h, il y a une conférence publique organisée par l'association des drépanocytaires pour parler aux patients, enfin au public, essayer de faire une sensibilisation à longue échelle pour pouvoir parler de cette maladie-là. C'est le samedi à Mana, à 19h. À 19h. Voilà. 2 petits mots, docteur. Je ne peux pas vous lâcher comme ça. Comment vivez-vous la situation actuelle au centre hospitalier des confrères médecins découragés, fatigués, qui ont envie de prendre la peau d'escampette? Mais moi, je vis très mal parce que je suis solidaire de ce qui se passe à leur niveau. Je ne dirais pas que chez nous également, moi je suis pédiatre de formation, je suis également chef de service de pédiatrie. Et la situation n'est pas rose partout. Vous savez qu'aujourd'hui, on a énormément du mal à recruter en Guyane. Et même dans les CHU métropolitains, ce n'est pas toujours évident. Moi, je vis ça mal, mais en fait, ce sont des conditions de travail qui sont dégradées au fil du temps et qui ont toujours pas été aussi faciles que ça. Moi, je suis en Guyane, je vous dis, depuis 2005. J'assure qu'il y a des endroits où la situation s'est beaucoup améliorée, mais d'autres où ça s'est beaucoup dégradé. Et je pense que la situation de la Guyane est une situation globale. Il n'y a pas que l'hôpital, c'est vrai, l'hôpital va mal, mais en fait, la société également civile, il faut voir également, il y a beaucoup de choses qui... Solidaire, dites-vous. Docteur Elenga, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.